Donc bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'ai vus ce matin. Cette fois-ci je vais me présenter, donc je suis Pierre Lagarde et je suis chez Microsoft manager d'une équipe d'évangélistes techniques. Et pour cette session, donc, je suis accompagné de Julien qui est dans mon équipe. Donc Julien Coriolan, bonjour à tous. Moi je suis évangéliste technique sur la partie Microsoft Azure et je m'occupe principalement des scénarios autour de l'agilité, DevOps et de tout ce qui est architecture cloud. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour cette session avec vous tous. On va évidemment remercier tous les sponsors qui ont permis de réaliser cette journée et on va vous expliquer de quoi on va vous parler aujourd'hui. Alors, on a pris beaucoup de plaisir à préparer cette session avec Julien et donc on va la partager ensemble pendant ces 45 minutes. Alors vous voyez que sur scène, on n'est pas que deux. On a une troisième personne et vous allez voir, il sera acteur pendant toute la session. On ne va pas dévoiler ce que c'est pour l'instant, mais en tout cas, c'est une petite lumière qui pour l'instant est verte et puis vous allez voir que ça va évoluer pendant la session. On a pris parti pour cette session de vous partager un retour d'expérience sur un vrai projet, un projet qui s'appelle Vorlon.js. Alors, juste pour évidemment comprendre la suite de la session, on s'est dit que ça serait quand même intéressant de vous présenter qu'est-ce que c'est Vorlon.js. Vorlon.js, c'est un outil de debug à distance de site internet. Alors ça veut dire quoi quand on dit ça? C'est qu'en gros, on a plein de problématiques souvent quand on développe un site web. Ça marche très bien sur le poste du développeur, sur plein de navigateurs, mais quand on va tester son site web sur un téléphone, dans une voiture, sur une télé, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, à aller débugger l'ensemble du contenu HTML. Donc Vorlon.js est un projet open source qui a été développé, initié par 4 personnes de Microsoft, dont je fais partie et maintenant Julien fait partie, qui permet justement de prendre la main à distance sur l'exécution d'un site web au sein d'un navigateur. Alors on s'est dit que pour vous réveiller après la pause, on va faire une démonstration en live. Donc vous pouvez prendre votre téléphone et puis vous allez aller sur cette URL. Donc imaginez-vous que vous êtes sur un site web, vous êtes en train de naviguer sur un navigateur justement qui est exotique, donc ça peut être évidemment ou en provenance d'un téléphone ou sur une voiture encore une fois ou devant une télé. Il y a un problème, il faut prendre la main à distance. Donc sur ce site web, on a activé Vorlon. Donc vous allez voir, c'est une page qui est une page tout à fait classique, c'est une page de démonstration. Et Vorlon.js, il y a un dashboard donc, qui est à destination du développeur qui va pouvoir prendre la main et inspecter ce qu'on appelle le DOM Explorer, donc la page HTML qui tourne sur le navigateur distant pour pouvoir rentrer en debug dedans. Donc une fois qu'on a un certain nombre de personnes qui est connectées, est-ce que c'est bon l'URL Vorlon PO2S bit.ly. Vorlon PO2S, donc je vais juste switcher, donc bit.ly Vorlon PO2S. Et moi, je vais venir sur le dashboard ici, et je vois qu'il y a déjà pas mal de clients qui sont connectés. Donc on a 21 clients qui sont connectés, et on a un petit outil qui permet de savoir quel client, évidemment, qui vous êtes. Donc on va lancer le Identify client, et puis on va prendre une personne au hasard qui tourne sur un iOS. On va prendre le numéro 12. Donc au hasard. Là, normalement, vous devez voir un numéro s'afficher sur l'écran. Voilà, regardez votre téléphone, et numéro 12, lève la main. Vous avez gagné. Et donc, en cliquant dessus, ce qu'on va faire, c'est que le serveur en fait, va se connecter à votre téléphone et on va pouvoir débugger directement votre téléphone, donc la page web qui est en train d'être exécutée sur votre téléphone. Donc là, il y a des petites choses qui sont en train de clignoter parce que au survol du DOM, on sait ce qui se passe. Et donc, on va aller directement, par exemple, sur la page de test et on va éditer le texte sur le H1. Plus haut. J'ai pris le H2A. Ouais, okay. Sur le H1. Voilà. Le H1, on va mettre des points d'exclamation. Voilà. Agile Tour Paris. Et normalement, ça le met à jour directement en temps réel sur votre page. L'avantage, c'est qu'on peut débugger, donc c'est un système qui est sous forme d'ADIN, on peut débugger tout le DOM Explorer, on peut aller chercher tous les objets JavaScript qui sont en cours d'exécution. On a l'ensemble des requêtes XHR, s'il y en avait dans la page, qui sont émises. On a tout ce qui transite entre le serveur et le client. On a toutes les ressources. On a votre device, donc on va savoir ce que c'est comme device. J'ai vu que c'était une tablette, mais si on va dessus, on sait que c'est une tablette qui a un ratio et des tailles qui sont invisibles pour le coup. C'est intéressant ça. Et on a des tests unitaires et on a un certain nombre d'options qui permettent justement de pouvoir rentrer en debug. On peut aussi éditer les CSS, on peut faire un certain nombre de choses. Voilà, ça c'était simplement pour vous présenter le projet Vorlon pour
vous sachiez qu'est-ce que c'est ce projet. L'objectif de cette session, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a fait ce projet, évidemment, c'est un projet open source, on peut l'exécuter localement pour avoir son propre serveur de debug, donc la partie justement dashboard qu'on vous a montré. Et notre idée, c'était de le mettre sous forme de service. Et pour le mettre sous forme de service, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de procédures et d'automatisation de procédures pour que, à chaque fois qu'on fait des modifications et qu'on fait des releases, on puisse mettre en prod facilement et donc qu'on ait de l'agilité sur cette notion justement de Vorlon as the service. Donc on va avoir évidemment un contrôle de code source, on va échanger, on va voir ce que c'est, ça sera GitHub. Il faut qu'on suive évidemment l'ensemble des différents bugs de ce projet. Et puis évidemment, il faut qu'on associe l'infrastructure serveur qui sera associée à ça pour qu'on puisse évidemment mettre à jour cette infrastructure, parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément très simple, ce n'est pas juste un site web. Alors, pour ça, on va utiliser des méthodes agiles très classiques. On va le faire en 4 étapes, et on le fera en 4 étapes dans cette session, et on va vous expliquer justement comment on l'a réalisé et comment on l'a fait sur ce projet Vorlon. Donc, première étape, Julien, cette partie gestion de source. Non, d'abord planification. Avant la gestion de source. Donc ça, vous savez ce que c'est. On peut avoir un tableau de bord avec des post-it, on peut avoir un outil informatisé qui va nous permettre de faire ça. Comme Pierre l'a souligné juste avant, nous, pour ce projet-là, on a choisi de travailler sur GitHub de par la nature open source du projet et pour permettre aussi à des gens externes à l'équipe de venir faire des pull requests, donc de venir proposer des features sur ce projet-là. Donc ça ajoute un petit peu une difficulté supplémentaire. Comment déjà on arrive à s'organiser en interne pour délivrer, pour choisir ce qu'on va faire, mais en plus de ça, comment est-ce qu'on arrive à arbitrer ce qui est proposé par la communauté qui contribue à ce projet-là. Donc sur GitHub, on a un mécanisme de pull request et on a également un mécanisme d'issue qui permet justement de déclarer des bugs, de définir des tâches et faire justement un suivi de tout ce qu'on va avoir sur ce projet-là. Donc on va vous montrer quelques outils avec lesquels on a travaillé. GitHub, j'en ai parlé, également Power BI. Alors, tu peux montrer le projet GitHub. Alors, Power BI, juste pour c'est vraiment la petite parenthèse, Power BI, c'est donc un outil de data viz que Microsoft fournit. Et un des connecteurs de Power BI, c'est GitHub. Ce qui permet en fait d'avoir un tableau de bord pour le chef de projet ou évidemment les différents contributeurs au projet, de connaître le statut du projet GitHub, en gros qui commit, les commits par mois, les meilleurs contributeurs. Et bref, on a un tableau de bord, on va vous le montrer, qui est assez sympa. Voilà, donc ça c'est notre vrai projet GitHub Vorlon avec des issues qui sont encore ouvertes. On peut aller les voir ici. Donc ce qu'on a trouvé intéressant en fait là-dedans, c'est que ça nous permet d'être hyper réactifs. C'est important justement de pouvoir aussi bien nous dans l'équipe savoir ce qu'on fait, mais également être capable de communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur de cette équipe facilement, donc pouvoir répondre à leurs problématiques. Des fois, ça arrive de fermer très rapidement une issue, mais des fois, il faut investiguer un peu plus, ça devient un bug, etc., etc. Donc là, on a vraiment choisi GitHub pour faire tout ça. Et derrière, l'outil de reporting dont parlait Pierre juste avant, donc qui est Power BI, on est venu ici rajouter une source de données, donc un service. Il y en a un certain nombre. On a GitHub qui est directement disponible ici. On se log avec notre compte et derrière, on va importer toutes les informations pour voir quels sont les utilisateurs qui ont fait le plus de pull requests sur les derniers 12 mois ou le nombre de commits, etc. Ce qui nous permet d'avoir des dashboards vraiment pour suivre notre projet et pour valider qu'on est dans les clous en termes de planification, puisqu'encore une fois, on peut avoir plein d'événements externes qui viennent perturber ce qu'on avait dit. Donc on doit être réactif, on doit être agile vraiment dans ce sens-là pour justement des fois dire non, finalement, on ne va pas faire cette feature-là, mais on va plutôt intégrer une pull request qui a été proposée par quelqu'un de la communauté parce qu'on considère que c'est mieux et que c'est prioritaire par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc GitHub, très bon outil pour gérer ce genre de choses au niveau planification, gestion des tâches, des issues, des bugs, etc. Alors, deuxième étape, la partie développement et la partie test. Donc là, on a utilisé pour cette partie, la partie développement, il faut savoir que le projet Vorlon.js, c'est un projet donc évidemment qui tourne côté serveur et qui est entièrement développé en Node.js. Et donc ce qu'on a pris comme partie, et aussi pour
répondre aussi à une communauté de développeurs web qui est extrêmement riche et qui n'est pas que sur technologie Microsoft, on a pris le parti d'utiliser Visual Studio Code. Alors j'en ai un tout petit peu parlé ce matin, c'est l'outil de développement que Microsoft fournit, qui fournit d'ailleurs en open source, on l'a annoncé la semaine dernière, qui permet de développer sur PC, sur Linux ou sur Mac. Et donc ce projet, ici on va tourner sous Windows, donc on va vous le montrer sous Windows, évidemment, est éditable depuis Visual Studio Code. Et on va intégrer des tests, je vais vous montrer tout ça. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, Visual Studio Code, il est sur GitHub, donc les sources sont accessibles. Et il me semble qu'on accepte aussi les pull requests. On accepte les pull requests et il y a un mécanisme d'adin aussi qui existe. Donc tu nous montres un petit peu... Ouais. Alors Visual Studio Code, donc ça s'installe quasiment en un seul clic. Donc on a un éditeur coloration syntaxique. Sur le Node.js, l'un des avantages sur Node.js, c'est qu'on peut faire aussi du debug Node.js directement depuis Visual Studio Code, quelle que soit la plateforme d'exécution. Et ici, le projet, sans rentrer dans le détail, le projet Vorlon.js, il utilise évidemment une partie, un framework qui s'appelle le framework JAD, qui permet de faire des modifications directement ici sur la page HTML, peu importe, là je fais juste une modification pour après faire un commit juste derrière. Donc ça c'est évidemment la partie édition du code source, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est important c'est que à ce projet-là, il y a tout un tas de dépendances. Là on va rentrer dans le détail tout à l'heure parce que quand on va parler déploiement, il va falloir respecter ces dépendances-là. Ces dépendances-là, c'est des dépendances Node.js avec NPN. On a du gulp file dans ce projet pour justement gérer cette compilation de l'ensemble de ce projet-là. Et ce n'est pas non plus un simple gulp file, c'est quelque chose qui est aussi un peu compliqué. Donc ça va être aussi pareil, important dans la partie déploiement et création de nos builds. Et on a aussi des tests dans ce projet pour que justement, au moment du commit, les tests sont exécutés pour, une fois qu'évidemment les textes passent, pour pouvoir après déployer. Donc ce que j'ai fait une modification sur un fichier HTML et je vais pouvoir lancer le commit. Alors pour ça, je vais utiliser simplement le petit outil ici de GitHub pour faire le commit. Je peux aussi le faire depuis Visual Studio Code. Et ici, je vais... Pardon, il faut que je fasse le commit ici d'abord. Et je vais publier ma modification sur GitHub. Donc là, effectivement, on publie sur GitHub. Donc on est dans la phase de développement, on utilise Visual Studio Code, on a écrit des tests unitaires. Pour ceux que ça intéresse, on a utilisé le framework qui s'appelle Mocha pour faire ça en Node.js. Maintenant, on va passer un petit peu plus à tout ce qui est intégration continue, donc la deuxième partie de cette démonstration. Ah tiens, c'est passé en violet. Intéressant, c'est passé en violet. Et pour faire ça, on a utilisé Visual Studio Team Service. Alors Visual Studio Team Service, le nom ne vous parle peut-être pas. Si je vous dis Visual Studio Online, ça vous parle peut-être un peu plus. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Il faut savoir qu'on a pris la décision chez Microsoft la semaine dernière de renommer Visual Studio Online en Visual Studio Team Services, tout simplement pour déconnoter l'aspect développement et plus axé sur le fait que c'est vraiment des services qui sont dans le cloud et qui vont permettre de travailler autour de scénarios de type d'intégration continue, de déploiement continu, de release management, etc. etc. On va en parler tout de suite. Je vais venir sur mon Visual Studio Online ici. Et donc là déjà, j'insiste bien sur quelque chose, c'est qu'on a fait un commit de code dans GitHub, et si je regarde ici, j'ai bien une build qui a été lancée au moment du commit, une build d'intégration continue. On va voir comment elle a été définie ici. La semaine dernière, on a annoncé donc un nouveau système de build dans Visual Studio Team Services, un nouveau système de release dont on parlera après, et qui a le gros avantage par rapport à ce qu'on proposait avant d'être complètement ouvert. C'est-à-dire que là où avant on avait des systèmes de build qui étaient purement dédiés aux techno Microsoft, via du MS Build par exemple. Aujourd'hui, on va supporter des workflows beaucoup plus complets. En l'occurrence ici, on va récupérer le code source depuis un repo GitHub. Donc là, je suis branché sur un fork du repository qu'on vous a montré avant, sur lequel Pierre a fait son commit. On va demander, en fait, en s'intégrant avec des webhooks au niveau de GitHub, de déclencher l'intégration continue à chaque commit dans GitHub. Et ensuite, on a défini un workflow de build. Ce workflow de build, la première étape, ça va être évidemment d'aller récupérer les sources dans GitHub, ensuite d'exécuter un npm install pour installer toutes les dépendances, de faire nos tâches gulp pour générer les fichiers JavaScript qui vont bien, ensuite de faire un archivage de la solution
pour la packager, pour pouvoir la déployer un peu plus tard, on y reviendra, et ensuite d'exécuter des tests unitaires pour valider que tout va bien. Et donc là, on l'a fait pour du Node.js, mais on a énormément de tâches qui sont disponibles. Si vous voulez faire du Grunt, si vous voulez faire du Maven, on peut aujourd'hui packager des applications Android ou Xcode directement dans le cloud, dans Microsoft Azure. Donc ça fait partie aussi des annonces qu'on a fait la semaine dernière. Et on a également pas mal de choses dont on reparlera après pour du déploiement continu et du release management. Si je reviens ici sur mes builds, la build up 78, elle est terminée. C'est vert. Et ce que je peux voir ici, c'est que j'ai un certain nombre d'artefacts qui ont été générés depuis cette build qui nous serviront à l'étape suivante, qui va être du release management. Donc, ce qu'on a vu, vous l'avez compris, ici, ce qu'on a avec ce petit objet, c'est qu'on a un statut toujours en fait, de la dernière build. Quand l'objet passe en violet, c'est que la build est en cours de construction. Quand c'est en vert, en fait, c'est que la build a été exécutée. Donc on est connecté directement en fait, à notre serveur de build, ici. On verra tout à l'heure comment on l'a fait, pour justement avoir un petit objet autonome qui est connecté ici simplement à du Wi-Fi pour connaître l'état de la dernière build. Et donc on a parlé d'intégration continue. S'il y a juste un point que j'ai oublié de montrer, on va quand même être exhaustif à 100%. C'est qu'ici, si je regarde, donc je retrouve toutes mes tâches. Donc il y a bien un get source qui a été fait pour aller cloner le GitHub qui va bien. Ensuite, on a fait le npm install pour toutes les dépendances. Je vous passe le default ici. On a fait un zip pour donc englober tout et créer le package qui sera utilisé pour la release après. Et ici, on retrouve les tests unitaires. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais on retrouve les résultats. Et évidemment, la build ne marchera pas si jamais nos tests unitaires ne fonctionnent pas. Donc, vraiment le moyen d'outiller pour faire de l'intégration continue sur un peu toutes les technologies qu'on veut, puisque en plus de ça, et je ne l'ai pas dit, toutes les tâches de build que je vous ai montrées, elles sont sur GitHub, aussi en open source, et il y a un modèle de développement, un SDK, qui vous permet potentiellement, si vous utilisez un outil qu'on ne supporterait pas encore dans Visual Studio Team Services, de créer vos propres tâches de build ou de release derrière pour le rendre compatible. Donc on passe à l'étape numéro 3, c'est qu'une fois qu'on a justement créé ces assets, ces artefacts, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a créé nos builds, il va falloir qu'on les déploie. Et on va les déployer, où ça? On va les déployer ici dans Azure. Donc il y a plusieurs choses qui vont arriver ici. Il faut savoir évidemment comment on les déploie, où on les déploie, et sur quelle instance on va les déployer, puisqu'on ne va pas directement les déployer en prod, et on va essayer justement de gérer cette notion de version entre du dev, de la pré-prod par exemple, et de la prod. Et sur la partie évidemment déploiement, c'est comment je vais définir mon architecture de déploiement, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'une base de données, est-ce que j'ai besoin d'un serveur, et comment ces éléments-là vont être connectés entre eux. Donc cette troisième chose, ce qu'on a fait pour le projet Vorlon, encore une fois, c'est qu'on va vouloir avoir 3 environnements de déploiement. Qui sont assez standards évidemment, c'est la dev, le stage et la production. Et évidemment, le passage d'une étape à une autre, l'idée c'est évidemment qu'on ait un processus manuel et quelqu'un qui vienne valider en fait, le passage d'une version, d'une étape à une autre pour que, évidemment, j'ai des versions qui circulent entre ces 3 étapes. Avec une jolie animation. On va laisser finir l'animation qui est très jolie, je trouve. Et donc, comme vous l'avez compris, on a choisi Azure ici pour vous démontrer ce passage de binaire d'artefacts produits dans une build d'un environnement à l'autre pour faire notre workflow de release. Et avant de rentrer vraiment dans le détail de la release, je voulais aborder un point important pour ceux qui connaissent peut-être déjà Azure ou pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ont envie d'essayer. Il y a une notion fondamentale qu'on a introduite il y a presque un an maintenant dans Microsoft Azure qui s'appelle Azure Resource Manager et qui permet, comme son nom l'indique, de gérer les ressources. Donc vous savez, Azure c'est un cloud, on peut instancier un certain nombre de services, que ce soit des machines virtuelles, des web apps, des bases de données SQL, du cache, etc., etc. Et en fait, Azure Resource Manager va nous permettre d'une part, de créer ces ressources en tant que telles, mais également de scripter ce qu'on appelle des groupes de ressources. Donc de décrire un groupe de ressources à l'aide d'un langage à base de JSON.
Et ces groupes de ressources, en fait, vont nous permettre, comme leur nom l'indique, de regrouper toutes les ressources qui vont composer une application dans une même entité logique. Ça peut avoir plusieurs intérêts de faire ça. D'une part, de pouvoir les décrire sous la forme d'un JSON pour justement être capable de gérer le déploiement automatisé d'un ensemble de ressources qui vont constituer mon application, mais également de faire des tags. Par exemple, je vais déployer une application dans un groupe de ressources, une application qui est dédiée à la gestion ressources humaines dans l'entreprise, je vais pouvoir le taguer RH, et puis via le portail Azure, je vais pouvoir retrouver toutes les applications qui ont été taguées RH, tous les groupes de ressources, et avoir aussi le budget que m'a coûté tel ou tel service par rapport à ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a rajoutées. On peut également gérer les droits pour dire que telle personne dans l'entreprise ou tel groupe de sécurité n'a pas le droit d'accéder à tel ou tel groupe de ressources. Donc, si vous déployez des applications dans Azure ou si vous comptez le faire, pensez vraiment à bien regarder ça. C'est primordial aujourd'hui de bien comprendre comment ça marche. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne très rapidement. Alors, je ne vais pas vous détailler tout le fichier JSON parce que c'est quand même assez verbeux. Mais en gros, premier avantage aussi de l'infrastructure as code, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est qu'on va être capable, dans un même repository de code source, de versionner une version de l'application et son pendant d'infrastructure qui est nécessaire. Ça veut dire qu'en gros, je peux avoir une V3 qui tourne en production, j'ai un problème le samedi à 14h, il y a un souci au niveau de ma V3 ou de telle ou telle version qui est en prod, je peux faire un rollback sur mon contrôle de code source pour récupérer la version de l'appli, la version de l'infrastructure, je peux cliquer sur un bouton, ça va me redéployer ça sur une infra de test, je débug, je corrige le bug, et puis je repasse ça en production une fois que c'est corrigé. Là où avant, on était obligé d'écrire des docs assez énormes pour dire on va installer d'abord tel serveur, et puis ensuite il doit y avoir tel élément qui vient s'enregistrer, etc. Aujourd'hui, on peut vraiment tout scripter à l'aide de ce langage JSON. Et donc là, par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est que je vais créer avec ce nœud JSON-là une web app. Donc je vais faire appel en fait à un resource provider dans Azure pour lui dire tu vas me créer une application web. Cette application web, elle va avoir un nom que je vais donner en paramètre et elle va être dans un groupe de ressources situé dans un data center donné. Et ça, toutes les ressources ou presque aujourd'hui dans Azure peuvent être décrites de cette manière-là et donc versionnées dans le contrôle de code source avec le code de l'application qu'il utilise. Donc ça, c'est mon fichier de deploy. Et ensuite, je retrouve également mes paramètres pour les différents environnements. Donc je vais appeler mon site différemment, par exemple, en développement, en pré-prod ou en production. Une fois que j'ai ça, ce que je voulais vous remontrer, c'était revenir rapidement ici sur la build que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, dans les artefacts. Donc ce qui a été produit en sortie de cette build, on va retrouver d'une part dans le répertoire déploiement le Azure Deploy JSON qui lui est dans le contrôle de code source et le déploiement de package.zip qui est une tâche gulp qui a été exécutée ici et qui contient en fait tout le code de l'application à déployer. Et on va pouvoir passer à ce moment-là à la release. Alors j'ai déjà commencé à faire un petit peu de travail avant la session parce que c'est pas immédiat à le faire, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je vais commencer par vous montrer la définition de ma release, c'est-à-dire la manière dont j'ai représenté mes différents environnements. Donc j'ai 3 environnements, un environnement de développement, un environnement de pré-production et un environnement de production. Le but du jeu avec le release management, vous le savez peut-être déjà, c'est de faire passer les mêmes binaires d'un environnement à l'autre après validation humaine ou automatisée pour dire ok, on approuve ce qui est en dev, on approuve ce qui est en pré-prod et puis on fait passer les binaires d'un environnement à l'autre pour s'assurer qu'ils n'aient pas été altérés en cours de route, qu'il n'y ait pas eu une build avec un bout de code qui viendrait les faire bugger. Bref, un certain nombre de choses. Donc ça, la première chose à faire, c'est définir ces environnements. Une fois que les environnements sont définis, on va pouvoir dire ce qu'on fait à l'intérieur. Et là aussi, on est sur un système de tasks, un petit peu comme la build avant, qui est complètement extensible et pour lequel Microsoft fournit déjà un certain nombre de tâches via GitHub. Et donc, ce qu'on peut voir, donc nous ici, on a utilisé du déploiement de ressources groupes dans Azure. On a utilisé des tâches de déploiement de web app dans Azure, mais on aurait pu faire du Chef, on aurait pu faire du Docker, on aurait pu faire aussi du Tomcat ou tout simplement aller exécuter des scripts bash sur un serveur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit les builds ou les releases, elles vont tourner dans des agents qui seront
dans le cloud ou chez vous. En l'occurrence, la build avant, elle a tourné sur ma machine ici. J'ai un petit agent qui est connecté à Visual Studio Team Service et qui me permet de builder mon code en local et ensuite d'envoyer les artefacts sur le serveur. Ça fonctionne sous Windows, sous Linux et sur macOS, ce qui permet aussi de faire des builds et de packager du code Xcode par exemple. L'agent, il est également disponible sur GitHub si ça vous intéresse. Et donc du coup, en gros, on peut imaginer un petit peu tous les workflows possibles et imaginables puisque toutes les technos sont techniquement supportés à l'intérieur. J'ai envie de dire, il suffit de créer la tâche si ça n'existe pas encore. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'avais envie vraiment d'illustrer le principe d'infrastructure presque jetable quand on va faire du release management. L'avantage d'un cloud aussi, en termes d'agilité et de souplesse, c'est de dire que on va pouvoir déployer un environnement quand on en a besoin, par exemple pour faire du dev ou de la recette, et on va pouvoir le supprimer dès qu'on n'en a plus besoin. Et puis derrière, c'est une infrastructure qui est dispo à la demande, qu'on va payer uniquement quand on l'utilise, donc on va aussi réduire un petit peu nos coûts, puisqu'on n'a plus besoin d'investir dans des serveurs pour dire, voilà, notre environnement de prod, il est là, notre environnement de recette, il est là, etc. Là, on va vraiment pouvoir tout disposer dès qu'on n'en a plus besoin. Donc si je regarde l'environnement de développement, la première chose que je fais ici, c'est de créer un resource group. Donc c'est grâce au fichier JSON que je vous ai montré juste avant. Donc c'est ici en fait que je viens le chercher dans les drops pour lui dire le fichier c'est celui-ci et le fichier de paramètres c'est pour l'environnement de dev. Une fois que c'est créé, je vais déployer ma web app à l'intérieur à partir de l'archive package.zip que j'ai généré aussi pendant ma build. Et ensuite, je vais exécuter un autre script ici qui va juste me permettre de configurer la web app. Je ne rentre pas dans le détail ici, c'est vraiment propre à Vorlon à ce niveau-là. Ensuite, je vais passer à mon deuxième environnement. Et là, première chose que je vais faire quand je vais passer en pré-production, c'est supprimer le resource group que j'avais créé en dev. Puisqu'à partir du moment où j'ai validé l'environnement de développement, ou vous l'appelez comme vous voulez, j'en ai plus besoin. Donc première chose, je le supprime. Et puis ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais pour la pré-prod, déployer l'application, configurer la web app. Petite étape supplémentaire qui est intéressante, c'est que je ne passe pas automatiquement du développement à la pré-production. Je vais avoir une étape de validation humaine, en l'occurrence c'est moi ici, qui vais dire je vais approuver le passage des binaires de l'environnement de développement à l'environnement de pré-prod. Et ensuite je vais faire exactement la même chose pour ma production, où là j'ai un tout petit peu moins d'étapes. Voilà. J'ai perdu le fil de ma phrase. Et donc, du coup, ici, j'ai aussi des approuveurs, en l'occurrence, moi, pour ne pas automatiser cette étape. Je pourrais choisir d'automatiser pour aller mettre vraiment des versions à disposition d'une équipe qui est en charge de réaliser des tests de charge, une équipe qui est en charge de réaliser des tests d'interface, puis leur déployer chacun des environnements pour éviter qu'ils se télescopent pendant leurs tests. Et donc ça, je pourrais dire, on va déployer en parallèle sur plusieurs environnements sans me poser de questions. Et donc, du coup, avant cette session, j'ai préparé un petit peu quelques releases. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai une release qui est arrivée jusqu'à la production. Donc si je clique dedans, je vais pouvoir voir exactement ce qui s'est passé. Donc là, c'était il y a 2 jours que je l'ai fait. Donc je suis parti d'une build numéro 63, toujours issue de GitHub. J'ai récupéré le package et les différents scripts de déploiement. Et puis j'ai fait passer mon binaire d'environnement en environnement. Ensuite, j'ai une autre build ici qui, elle, a terminé le passage en pré-production et qui attend une validation pour passer en prod. Donc dans ce cas-là, j'arrive sur cette vue-là. On va me dire, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord pour passer ça en prod? En l'occurrence, j'ai testé ça avant. Je vais dire, OK, je suis d'accord. Et à ce moment-là, on va déclencher le workflow suivant. Et je vais pouvoir voir ici, en fait, que je passe sur ma phase de déploiement en production. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je ne vais pas aller créer l'environnement de production puisqu'il est déjà en place, mais je vais déployer mon application directement à l'intérieur. Et j'avais la même chose où j'ai ici un déploiement qui est bloqué en dev et qui attend aussi une approbation. En l'occurrence, ici, je vais dire que je ne suis pas content. Donc, bug
à ce niveau-là, et je rejette ce déploiement. Donc là, on arrête la release à ce niveau-là. Tout à l'heure, on a lancé une build. Je pourrais venir dire ici que je vais créer une nouvelle release, et que cette nouvelle release, je vais la prendre sur la build 78, qui était celle qu'on a fait juste avant dans la démonstration, et que je vais vouloir justement faire dérouler le binaire qui est sorti de cette build jusqu'à la production. Puis là, à ce moment-là, je lance ma release, et c'est parti. Donc voilà un petit peu toutes les possibilités qu'on va avoir au niveau release management dans Visual Studio Team Service. Et j'insiste vraiment sur un point, c'est qu'aujourd'hui, cet outil il est compatible avec des technos comme Docker, avec des systèmes comme Linux ou Mac. Donc c'est vraiment, jetez-y un œil, ça peut vous intéresser pour gérer vos workflows. Et donc à la base, tout ça depuis GitHub qui est complètement externalisé. Un petit point, tu veux en parler, je ne sais pas. Si jamais vous voulez tester tout ce qui est Azure Resource Manager et cette notion de template dont je vous ai parlé, on met à disposition via GitHub, sur un repository que vous trouverez ici, plus d'une centaine de templates qui permettent de montrer des infrastructures complètes dans Azure. Alors ça va du tout petit template qui va juste vous permettre de mettre une web app plus une base de données SQL, jusqu'à vous déployer un cluster avec des Docker hosts pour déployer des conteneurs à l'intérieur, des clusters MariaDB si vous voulez faire une base de données qui ne soit pas du SQL Server, par exemple. Bref, il y a un certain nombre de templates qui sont alimentés aussi bien par des personnes de Microsoft que des personnes externes, puisque là-dessus, on accepte aussi des pull requests. Et donc, on va passer à la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est la partie extensibilité. Donc on l'a dit, et dans la partie build et dans la partie release management, à chaque fois, en fait, c'est quelque chose qui est extensible. Donc on va pouvoir rajouter des tâches qui vont être custom. Alors, pour cette démonstration et cette session, on n'a pas voulu rajouter une tâche custom et on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus ludique. Et c'est l'extensibilité qu'on a fait avec cet objet connecté. Alors, c'est quoi cet objet? Tout à l'heure, je vous l'ai un tout petit peu dit, hein, il est connecté donc à notre serveur de build. Qu'est-ce que c'est? C'est juste aussi pour faire une petite parenthèse sur Windows 10, hein, puisque à la sortie de Windows 10, on a dit que Windows 10 tournait aussi bien sur un PC, sur un téléphone, sur des écrans type Surface Hub, ou même sur les HoloLens, les lunettes à réalité augmentée, mais aussi sur des tout petits objets. Et ici, c'est un Raspberry. Donc un Raspberry, hein, ce n'est pas un processeur Intel qui tourne dessus, hein, c'est un processeur de type ARM. Donc là, on est sur un Raspberry avec une build qui tourne sur Windows 10, avec une application qui est une application universelle, donc qui tourne aussi bien sur un Raspberry que sur une tablette ou sur un téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va directement attaquer le web service du serveur de build et on prend la dernière build et on lui regarde son statut. S'il est en cours, on met la petite lumière à violet. Si ça marche, on le laisse à vert. Et si ça ne marche pas, on le met à rouge. Alors pour vous montrer que ce n'est pas du fait qu'on va se retourner sur le serveur de build et puis on a créé une petite build qui ne fonctionne pas. Et on va la lancer. Ça, en général, c'est facile à faire. Alors, je vais venir dans mes builds ici. Tac, tac, tac. On va prendre la simple, qui ne marche pas. Et on va la démarrer. Default, c'est bon, ok. Et j'ai perdu mon agent. Ah non, j'ai une release en cours. Alors, je vais aller interrompre mes releases. Hop. C'est laquelle qui est en cours? Est-ce que j'en suis? Celle-là, elle est in progress. Coup, pendant qu'il cherche, je partage un petit peu le projet parce que quand on a fait la première fois cette version-là, déjà, elle ne tournait pas sur un Raspberry, elle tournait simplement sur mon PC. Et dans une équipe, c'est assez rigolo parce que quand on est plusieurs à travailler sur un même projet, évidemment, on lance des builds, on va faire des commits régulièrement. Et du coup, c'est assez marrant de dire, bah, tiens, la lumière est pas en violet, ça veut dire que quelqu'un a fait un commit. Et puis du coup, on peut un petit peu rigoler, évidemment, si ça passe rouge ou si ça passe vert. C'est-à-dire que si le commit qui vient d'être fait de quelqu'un de l'équipe, si finalement ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui compile, qui passe les tests, ou c'est quelque chose qui justement compile pas dans la chaîne complète. Donc en termes de cohésion d'équipe, et ça donne un côté un petit peu fun au projet, juste pour vous le partager un petit peu. Bon, je relance une deuxième fois. Et c'est bon, hein, c'est rouge? C'est rouge, ouais, mais comme ça, c'est pour être sûr. Donc là, ça build. Et ça fait. Et ça fait. Alors,
Au-delà de l'aspect marrant, pourquoi on voulait vous montrer ça aussi? Parce qu'on sait qu'on aura beau, en tant qu'éditeur ou quels que soient les éditeurs, proposer les meilleurs outils du monde, on n'est pas forcément capable de répondre à toutes les problématiques dans les process que vous avez customisés, etc. Et que c'est important de pouvoir étendre un outil pour aussi l'adapter à ses besoins. C'est bien beau d'avoir un outil qui fait tous les trucs qu'on peut imaginer, mais des fois, il faut aller un peu plus loin. Donc je voulais juste vous montrer en quelques minutes comment ça marche, parce que c'est vraiment très simple. En fait, derrière Visual Studio Team Service, si je le retrouve, on a un ensemble d'API. Donc là, j'ai pris les API de Build. Et en fait, à partir du moment où vous avez une techno qui est capable de faire une requête HTTP et d'envoyer en gros soit un login mot de passe, soit faire de l'hôte pour s'authentifier sur le serveur, vous allez être capable de récupérer toutes les informations sur les builds. Vous allez être capable de récupérer les informations sur les derniers commits qui ont eu lieu. Vous allez pouvoir être capable de travailler avec le tableau de bord qu'on a aussi dans Visual Studio qui permet de gérer les tâches sous forme de post-it, etc. Bref, vous allez pouvoir tout automatiser. Potentiellement, vous allez pouvoir également synchroniser d'autres outils avec cet outil-là pour faire de l'intégration, je ne sais pas, entre Visual Studio Team Service et un Jira ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y a énormément de scénarios qui sont possibles et tout est accessible. Donc s'il y en a que ça intéresse, visualstudio.com, vous allez trouver dans la partie intégration toute la référence justement sur ces API, aussi bien sur la build que voilà, sur les tests de charge, la partie Git, le packaging. Enfin bref, il y a un certain nombre d'API qui existent et qui vont vous permettre d'étendre tout ça. Et donc la démonstration, elle est faite. Donc du coup, on avait 45 minutes, c'est parfait, on avait prévu de finir à 40 puisqu'on est juste un chouïa en avance, et comme ça on va avoir le temps de prendre quelques questions, s'il y en a. Ou pas. Et s'il n'y en a pas, on vous souhaite une très bonne fin de session et d'autres sessions et de fin d'après-midi. Et merci pour votre attention. Merci.